Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, affaire Pape Alé Niang, le procureur de la République en rajoute une couche. L'enquête sera conduite avec la rigueur nécessaire au vu de la gravité des faits, déclare Amady Diouf. La coordination des associations de presse exige la libération immédiate de Pape Alé Niang. La CAP rappelle à l'État ses engagements internationaux relatifs à la dépénalisation des délits de presse. Le journaliste est toujours gardé à vue. Les articles 60, 80 et 363 du Code pénal sont visés. L'actualité, c'est aussi la grève des 96 heures à compter de ce mardi dans le secteur de la santé. Andgesum et ITCS réclament des arriérés de primes Covid et l'augmentation des salaires. À la une également, la baisse des prix de certaines denrées de première nécessité, l'appel d'air pour les ménages modestes, la mise en œuvre, une autre paire de manches, reportage à suivre. Pape Alé Niang toujours gardé à vue, le procureur de la République en rajoute une couche. Selon lui, l'enquête sera conduite avec toute la rigueur nécessaire au vu de la gravité des faits. Dans son communiqué de presse publié cet après-midi, le procureur déclare avoir demandé au commissaire de la sûreté urbaine l'ouverture d'une enquête sur les supposées attaques répétées dirigées contre les forces de défense et de sécurité. Selon le procureur de la République Amady Diouf, ces attaques portent atteinte à l'autorité de ces institutions républicaines, visent des officiers généraux dans le but évident de les délégitimer et de fragiliser la cohésion et la discipline collective indispensable au bon fonctionnement et à l'efficacité de ces corps habillés de l'État. Pendant ce temps, la garde à vue se prolonge pour Pape Alé Niang. Le journaliste est accusé donc de divulgation de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie de nature à nuire la défense nationale, appel à la subversion, recel et diffusion de documents administratifs, estampillés secrets et propagation de fausses nouvelles. La coordination des associations de presse rappelle à l'État ses engagements relatifs à la dépénalisation des délits de presse. La CAP exige tout simplement la libération immédiate de Pape Alé Niang. Mamadou Fall. Divulgation de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie de nature à nuire à la défense nationale, appel à la subversion, recel et diffusion de documents administratifs, estampillés secret défense et diffusion de fausses nouvelles, tels sont les motifs évoqués pour arrêter le journaliste Pape Alé Niang. Une arrestation qui met la coordination des associations de presse dans tous ces États. Les professionnels des médias condamnent de tels actes et exigent l'État du Sénégal à se conformer à la Constitution. La coordination des associations de presse condamne vigoureusement son arrestation et exige sa libération immédiate et sans condition. Pape Alé Niang a été arrêté pour des délits de presse. La CAP rappelle à l'État du Sénégal le respect de la Constitution, notamment en ses articles 8 et 10, mais aussi ses engagements internationaux relatifs à la dépénalisation des délits de presse. La CAP ne peut négocier la liberté de presse, elle exige la libération du journaliste. La CAP réitère que la liberté de presse d'investiguer et d'informer n'est pas négociable. La CAP s'insurge contre la tendance répressive et à la diabolisation de la presse, autant par le pouvoir que par l'opposition. On se lève pour défendre la profession. Parce qu'aujourd'hui, c'est Pape Alé, demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Un plan d'action n'est pas écarté pour le respect de la liberté de presse. Notre plan d'action que nous allons mettre en branle pour obtenir sa libération. Et nous n'excluons pas également aussi de mener des négociations pour qu'il soit libéré. Parce que nous, ce qui nous importe, c'est qu'il soit libéré. Si maintenant tout ça ne marche pas, mais on met en branle notre plan d'action. Et comme on vous a dit, on n'écarte rien du tout. Que ce soit journée sans presse, que ce soit, disons, marche sit-in, tout ce qu'il faut pour qu'en tout cas Pape Alé soit libéré. Les professionnels disent désormais stop aux violences exercées sur les journalistes et aux tentatives de restriction des libertés de presse.
Et puis retenez toujours dans le chapitre judiciaire, les 5 éléments de la sécurité de Ousmane Sonko ont été déférés au parquet près le tribunal de grande instance de Mbour. Ils avaient été interpellés, vous le savez, jeudi, suite aux affrontements survenus à Tchiki dans le département de Mbour. Tout autre chose à présent, la méga coalition ITCS et And Gueusseum annonce une grève de 96 heures à partir de ce mardi. Ils réclament des arriérés de 104 millions de primes Covid. La coalition exige l'augmentation des salaires et une harmonisation dans tous les secteurs. Compte rendu Maïmouna Ndiaye, Pape Sangoné Mbaye. La lutte est dure, mais elle va continuer. La méga coalition ITCS And Gueusseum avertit. Cette radicalisation, disais-je, est aussi motivée par l'immobilisme du ministre de la Santé et de l'Action sociale pour la résolution définitive des conflits, surtout à Ourossogui, au centre Talibou Dabo et à Mbour, Polymètre. Un 4e plan d'action de 96 heures, les travailleurs des collectivités territoriales se radicalisent. Il s'agit de 96 heures de grève avec le respect des urgences et du service minimum dans les services médico-sanitaires et sociaux, les municipalités n'étant pas concernées par les urgences et le minimum. Pour le respect des revendications, ces syndicalistes n'excluent aucune forme de lutte. À la suite des mémorables marches de protestation de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales le 23 août 2022, et c'est la caisse du 27 septembre 2022 de And Gueusseum, la jonction inéluctable des luttes des deux entités syndicales s'est faite autour d'une plateforme minimale commune relative à l'augmentation des salaires et leur harmonisation tant dans les secteurs de la santé et de l'action sociale, et que des collectivités territoriales qui non seulement n'ont encore perçu aucun franc, aucun rotin, mais encore courent derrière des arriérés de 104 millions de primes Covid. La méga coalition ITCS And Gueusseum interpelle le Premier ministre. Elle menace également les personnes qu'elle soupçonne de chercher à briser le mouvement. Les membres de la coalition les invitent à mouiller le maillot pour l'équité et la justice dans le traitement des agents. Dans le reste de l'actualité, la baisse du loyer au Sénégal, l'une des 11 mesures prises par le chef de l'État à l'issue de la concertation nationale spéciale sur la vie chère. Les locataires applaudissent, les agents immobiliers, eux, sont grincheux car la baisse est non encadrée, mais surtout brusque. Reportage Cheikh Diop et Pape Sangoné Mbaye. La décision de la baisse du prix du loyer, une des 11 mesures prises par le chef de l'État, les plus attendues. Mais si c'était pour soulager les ménages, la décision ne fait pas que des heureux dans la grande famille des agents immobiliers. Je pense que ce sont des mesures qui ne respectent pas le travail qui a été fait lors de la commission de loyer, malheureusement, et qui risquent d'avoir des effets secondaires ou des conséquences qui peuvent être désastreuses. Nous avons préconisé, comme ça se fait à Abidjan, de proposer plutôt des tarifs de location qui soient en fonction de zones géographiques. Ce que je crains, c'est que quand on prend des mesures, il devrait y avoir des mesures d'accompagnement. Quand vous dites que un tel, il perçoit 200 000, exemple, il fait vivre sa famille. Maintenant, il va percevoir que 160 000 ou 140 000. Mais il va falloir qu'il y ait des mesures d'accompagnement. En total, désaccord. Il parle d'une baisse brusque et non encadrée. Sur l'étalage de la caution, je poserai 2 questions. Comment fait-on quand le locataire il quitte avant 1 an, qu'il laisse l'appartement dans un sale état et que le propriétaire n'a du coup pas la garantie suffisante pour pouvoir faire sa remise en état. Donc, qui est responsable? S'ils avaient mis des choses en place par rapport des futures choses à venir, ça aurait été plus facile. Mais les contrats déjà signés et vous voulez les baisser, bon, nous craignons que nous qui sommes entre
morte l'enclume, le bailleur et le locataire, ça risque de créer des problèmes encore. Dans leur grand nombre, des Sénégalais applaudissent des deux mains les mesures du chef de l'État. Mais espérons que cela ne soit pas comme la dernière fois. C'est une belle initiative parce que le fait de réduire le prix de la location, c'est une belle initiative, surtout pratiquement à Dakar, parce qu'il y a des gens qui sont tellement dans le besoin. Donc réduire le prix de la location, ça sera bénéfique à tout un chacun. Des réductions qui vont aider les pères de famille à supporter le coût de la vie élevé. L'on parle déjà de 20% sur les loyers inférieurs ou égal à 300 000, 10% sur les loyers compris entre 300 et 500 000 francs CFA, 5% sur les loyers supérieurs à 500 000, rien que pour diminuer la location au Sénégal. Les prix de l'huile, du sucre et du riz ont également connu une baisse, mais les populations en veulent encore. 25 francs sur le kilogramme de riz, 25 francs sur celui du sucre et 100 francs sur le litre d'huile. Des baisses certes non négligeables, mais l'État doit aller plus loin selon des consommateurs interrogés. Fatou Bintou Conté et Youssou Barro. Du Conseil national de consommation de ce week-end que le chef de l'État Macky Sall a pris des mesures consistant à baisser le prix de certaines denrées alimentaires. Cette mère de famille qui n'a pas préféré être filmée reste sceptique. C'est difficile pour les ménages sénégalais, surtout nous qui venons tous les jours au marché. Il faut que l'État allège la souffrance des populations car la vie est chère. La viande, qui était un véritable casse-tête pour les populations, a aussi connu une baisse, un soulagement pour les consommateurs comme pour les vendeurs. C'est important, c'est 200 ou 400 francs que l'on a diminué sur les prix. Il ne faut pas penser que cela ne valait rien. Au moins, les gens auront le courage d'acheter maintenant de la viande, qui à un moment était trop chère. Mais pour les femmes, l'État doit faire beaucoup plus d'efforts en baissant encore les prix. Moi, je trouve que c'est peu. Parce que les prix avaient grimpé, les gens ne s'en sortaient pas. Je trouve que l'État doit faire beaucoup plus d'efforts. Je suis une restauratrice, mais je trouve que cette baisse est insignifiante. 100 francs, 25 francs. Cela ne représente absolument rien du tout. Face à la vie chère, ces 11 mesures prises lors du Conseil national de consommation vont certainement avoir des répercussions positives sur les ménages. De la pêche plombée par la grève des agents du secteur primaire, l'exportation et l'importation des produits halieutiques restent bloqués. Le convoyage du poisson à l'intérieur du pays également se fait de plus en plus difficile. L'alerte du président de la CAPS, Alioune Thiam, avec Alioune Anne. On lance un appel à l'État pour qu'il appelle les syndicats autour d'une table pour essayer de trouver des solutions le plus possible. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cet état. Actuellement, on a des conteneurs qui sont là branchés, on ne peut pas les dédouaner, on ne peut pas les sortir du port. On a les exportateurs sont là, ils ne peuvent pas exporter à cause des documents sanitaires. S'ils ne peuvent pas avoir des documents sanitaires, on ne peut pas exporter de produits. Les mareyeurs, ils souffrent. Les pêcheurs, ils souffrent. Il faut que cette grève aussi puisse avoir une fin. Lancer un appel à l'État du Sénégal pour la modernisation du marché central de poissons. Au Sénégal, 3 entreprises seulement sur 100 ont accès au financement des institutions financières. Selon le DG de l'ADPME, les banques peinent à disposer de données fiables. En collaboration avec la coopération allemande, la GIZ, l'agence de développement se propose comme facilitateur entre les banques et les entreprises. Demander ou obtenir ces financements, c'est s'assurer aussi pour l'institution financière que vous êtes une entreprise qui existe, que vous gagnez de l'argent, que vous êtes régulièrement enregistré, que si on vous a fait des prêts à l'époque que vous avez été en capacité de les rembourser, toutes ces informations, ce sont les informations qui sont recherchées par une institution financière. Lorsqu'elle ne les a pas ou lorsqu'elle n'est pas en mesure de les avoir, la plupart du temps, elle s'abstient de financer. Même si le projet paraît
magnifiques, elle s'abstient de les financer. Or, au Sénégal, sur 100 entreprises, vous n'avez que 3 entreprises qui sont en mesure de vous dire « Moi, l'année dernière, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai vendu, voilà ce que j'ai acheté, voilà comment je paye mes employés, voilà comment est-ce que je gère mon entreprise. » 3. C'est le même pourcentage, ou en tout cas, c'est la même proportion pour les institutions financières comme blocage pour pouvoir financer les entreprises. Quand on demande aux banques quel est le principal blocage pour financer les PME, ils disent on n'a pas d'informations fiables sur l'entreprise. Donc le projet que nous menons avec la coopération technique allemande, c'est d'aider à rendre les entreprises éligibles. C'est de favoriser la tenue de comptabilité, de faire comprendre aux entreprises quelles sont les conditions qui sont demandées pour qu'elles puissent être financées. Parlons climat, la COP 21 se déroule actuellement, vous le savez, à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le président Macky Sall a appelé à la solidarité internationale face à l'urgence climatique, une urgence incandescente presque partout sur la planète. Ici au Sénégal, la zone nord est frappée de plein fouet par l'avancée de la mer. À Gandiol, des villages sont désormais rayés de la carte tout bonnement. Érosion côtière, une urgence signalée. C'est un reportage d'Ousseynou Diop et Habib Seck. Toutes ces personnes que nous avons rencontrées ont quitté leur village d'origine à cause de la furie de la mer ou de l'avancée inquiétante de la brèche. Elles viennent de Dounbabadjey, de Keur Bernard et de Keur Barka et vivent désormais dans d'autres villages créés en Katimi. Ahmed Sen vient de Dounbabadjey. Il est le dernier à avoir quitté ce lieu complètement englouti par la mer. 875 personnes donné une photo. 835 personnes vivaient dans ce village, dont les 341 subvenaient convenablement à leurs besoins. C'était une localité très sociale et les gens aidaient les villages environnants. Une localité qui était toujours en activité, sans difficulté. Un beau jour, on s'est levé et un canal de délestage a été ouvert, sans étude, sans concertation avec les acteurs. C'est ça la principale cause des problèmes du village qui a été dévasté par les vagues de la mer. Au bord du fleuve, à quelques mètres du défunt village de Keur Barka, complètement rayé de la carte du pays, nous avons rencontré Youssoufa, un pêcheur très connu dans cette zone. Il vit désormais ici, laissant derrière lui un village complètement dévasté. La brèche est très près de nous et l'eau de la mer s'est mélangée avec celle du fleuve. Il n'y a plus rien ici. Keur Barka a complètement disparu. C'est de là que nous sommes partis pour venir ici, depuis 2000. Pour ces habitants de Dounbabadjey et de Keur Barka, une nouvelle vie commence. L'imam du village rappelle la dure période traversée par ces populations. À notre arrivée ici, on nous a bien accueillis. Nous avons de la chance et nous rendons grâce à Dieu. Mais c'était très difficile pour nous. Pour la rencontre de la COP27 en Égypte, où d'importantes mesures seront prises pour l'environnement, ces habitants de Dounbabadjey et de Keur Barka ont des messages forts à l'endroit des décideurs. Je vais réitérer les mêmes propos. Les acteurs de la COP27 n'ont qu'à venir sur le terrain ou impliquer ceux qui sont sur le terrain pour apporter des solutions. Sinon, ils ne trouveront pas la solution. J'avais dit la même chose au cours de la rencontre concernant les changements climatiques. Il faut une gestion inclusive, aller vers les populations impactées et impliquer très tôt les élèves dès le bas âge. Dans plusieurs villages du département de Saint-Louis, les populations se sont déplacées vers d'autres sites plus sécurisés. Aujourd'hui, Saint-Louis est complètement protégé avec la digue réalisée sur une distance de plus de 2 km. Mais dans certains villages de la commune de Gandiol, les habitants dorment d'un seul œil pendant les périodes où la mer est trop agitée et risquent de faire disparaître les habitants à tout moment avec la brèche qui continue d'avancer à grands pas. Merci Ousseynou. Et les 2 premiers jours de la COP réservés au sommet des chefs d'État. Dans sa prise de parole, le président français Emmanuel Macron a invité les pays riches à respecter leurs engagements envers les pays du Sud. Pour le secrétaire général de l'ONU, en revanche, Antonio Guterres, l'humanité a le choix, coopérer ou périr. Le récit de Daniel Diouf. Rencontre internationale sur le dérèglement climatique et la transition énergétique. Une centaine de pays y prennent part,
Tous s'accordent sur l'urgence d'une mobilisation internationale face au réchauffement et à ses impacts qui s'accélèrent. Au plus haut sommet de la gouvernance mondiale, on agite l'étendard de la détresse. Le patron des Nations Unies, présent à Sharm el-Sheikh, met en garde. L'humanité doit coopérer ou périr. Antonio Guterres donne un choix au monde, la solidarité ou le suicide collectif. Le monde va droit au suicide collectif si vous n'agissez pas vite et fort face à la crise climatique qui s'accélère, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies ce lundi, du haut de la tribune de Sharm el-Sheikh. L'humanité a un choix, coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif, a lancé Antonio Guterres à la centaine de chefs d'État et de gouvernement réunis à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le président Macky Sall fait dans la nuance, lui aussi présent à ce sommet. En sa qualité de président de l'Union africaine, porte-voix de tout un continent, le chef de l'État sénégalais soutient le principe de responsabilité commune, mais différenciée. Ce principe veut que ceux qui polluent le plus payent le plus. Pour Macky Sall, il est légitime et juste que l'Afrique, continent le moins pollueur, exploite ses ressources disponibles pour disposer d'une énergie de base, améliorer la compétitivité et réaliser l'accès universel à l'électricité. Ainsi donc, dira-t-il, l'Afrique est venue au rendez-vous de Sharm el-Sheikh dans un esprit de participation responsable au sauvetage de la planète, résolu à faire l'histoire et non à la subir. Son homologue français a appelé à maintenir les objectifs, à ne pas faire du climat une variable d'ajustement de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a plaidé pour que les pays riches remplissent leurs engagements financiers. La COP27 se poursuit en Égypte jusqu'au 18 novembre prochain. Merci Daniel. Dans l'actualité sportive, parlons de la Ligue 1. Teungueth FC et Casa Sport concèdent leur premier revers. AS Jaraaf a remporté le choc face à Génération Foot. Et puis Guédiawaye FC qui obtient sa première victoire à l'extérieur. Le point sur cette journée avec Cheikh Sadibou Diarra. Le haut du classement n'était pas à la fête lors de la 4e journée de la Ligue 1 sénégalaise, à commencer par la fin de série pour le Teungueth FC. Victorieux lors des 3 premières journées, le club de Rufisque a concédé son premier revers de la saison devant l'US Gorée sur le score d'1-0. Une sacrée surprise, les Goréens étaient lanterne rouge avant cette journée. Pendant ce temps, Djambar de Saly inflige au champion sortant le Casa Sport sa première défaite également. Une victoire de 3-1. L'AS Jaraaf de son côté enchaîne un deuxième succès de rang. Les Verts et Blancs remportent le choc de la journée en allant battre Génération Foot 1-0. Une victoire qui leur permet de monter à la 3e place au détriment de l'AS Pikine qui n'a pu obtenir mieux qu'un match nul, 1 but partout face à Dakar Sacré-Cœur. Le même score sanctionne le déplacement du Stade de Mbour à Thiès pour défier Seneps Excellence. Guédiawaye FC, pour sa part, revient de Saint-Louis avec une victoire d'1-0 devant la Linguère. À domicile, l'AS Douane se contente d'un nul blanc face à la Sonacos. La seule rencontre sans but de cette 3e journée où 11 buts ont été inscrits. Au classement, Teungueth FC reste leader avec 9 points, alors que son bourreau, l'US Gorée et Seneps Excellence, occupent la zone de relégation. Merci, cher Sadibou. Arbitre international et professeur d'éducation physique, le Sénégalais Maguette Ndiaye choisi parmi les directeurs du jeu au Qatar, au Mondial 2022. Il compte faire honneur à son pays, le Sénégal. Qui est cet homme? Quel est son parcours ici au Sénégal? Son portrait avec Pape Faraning et Youssef Barro. L'un des 5 Africains qui va officier durant le mondial au Qatar après Malang Diédhiou, Maguette Ndiaye incarne l'exemple parfait de la réussite sport-études. Je pense que vous avez toujours entendu parler de sport et études. C'est deux choses qui peuvent bien aller ensemble, mais c'est juste qu'il faut savoir s'organiser. Il y a des heures de cours, mais après les cours, on peut s'adonner à la pratique du sport. Pur produit de la banlieue dakaroise, l'arbitrage, lui, c'est depuis son enfance. J'ai fait mon enfance à Pikine, j'ai étudié au CM Diop,
ensuite l'UAMLAI avant d'aller à l'université. L'arbitrage a toujours été une passion pour moi. Donc avant même d'intégrer le corps arbitral, déjà j'étais arbitre. Cela montre que j'avais toujours cette passion-là. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, ce rêve a été réalisé. Je suis devenu un arbitre. Et je m'en félicite. Il faut comprendre que j'ai commencé à amener les nattes pour les arbitres. Quand ils avaient les réunions, c'est moi qui me chargeais d'amener les nattes de prière. C'est comme ça que j'ai intégré le groupe. Je suis devenir aujourd'hui un arbitre fédéral depuis 2008 et maintenant aspirer au niveau international. Pour l'ancien membre de la Soukra de Pékin, cette sélection prouve le niveau de l'arbitrage sénégalais. Je pense que le niveau est plus que satisfaisant. Parce que comme vous le savez, modestie à part, ce n'est pas un cadeau d'aller à la Coupe du Monde. Dieu a fait que l'édition précédente, Malayité, qui a fait d'excellentes prestations là-bas. Cette fois-ci, on a la chance d'être désigné à participer à la Coupe du Monde. Donc cela veut dire ce que cela veut dire. Ils ont pris 36 arbitres. En Afrique, ils ont pris 5. Et parmi ces 5-là, tu fais partie de ces 5. Donc on ne peut que s'en être fier et rendre grâce à Dieu. Son objectif est d'aller plus loin dans la compétition avec ses 2 assistants. Et rentrer dans la compétition sereinement. L'objectif, c'est de représenter dignement l'Afrique et le Sénégal en particulier. Maguette Ndiaye n'a pas manqué de prier pour les Lions du Sénégal. Et je dis bien que l'impossible n'est pas sénégalais. Nous voulons la coupe. C'est 11 joueurs contre 11 joueurs. Ils n'ont rien de plus que nous. On a déjà montré des preuves à la CAN et tout au long de la préparation, c'est le moment. Nous avons les meilleurs joueurs du monde. Pourquoi dire que la Coupe du Monde est impossible? C'est bien possible et nous la voulons. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info avec Binta Diallo, c'est un invité. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.